Ok. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer ce que nous avons déjà commencé la dernière fois, c'était le contrôle social comme thème. Avant de commencer ou de continuer ce thème-là, à la fin du cours, on va juste aborder ou poser la question, est-ce que déjà c'est bon pour vous la partie de Charles Steele et la partie de à la recherche de l'homme dans l'état, ou est-ce que vous avez quelques petites lacunes ou problèmes, disons, parce que j'étais en train de réfléchir, peut-être ça sera pertinent de consacrer un cours la prochaine fois, juste à faire une petite, disons, révision comme ça, ou aborder les éléments principaux des deux articles. A priori, ce sont les deux grands articles que nous avons dans ce cours-là, c'est-à-dire que ce sont les deux articles un peu classiques, si on veut le dire, surtout celui de Charles Steele, bien sûr, et donc c'est un peu dense, c'est un peu classique en quelque sorte. Quand on va aborder le thème du contrôle social et après les mobilisations sociaux et tout ça, je pense que ça sera plus facile parce que les textes sont évidemment plus faciles, c'est ça l'idée. Et donc, à la limite, je pense que ça sera pertinent si vous voulez qu'on fait juste un cours de révision comme ça. Nous l'avons déjà préparé, si vous en souvenez, avant le confinement. Nous avons dit que nous allons consacrer un cours pour appeler Charles Steele, mais nous n'avons pas eu le temps. Alors, je pense que ça sera pertinent. On va discuter ça à la fin du cours, mais c'est juste comme ça pour vous donner une idée. Aujourd'hui, on va continuer le contrôle social. La prochaine fois, si ça sera le cours de révision, ok. Et sinon, on va commencer le thème de l'habitus. Je pense que le cours de révision, ce sera mieux avant l'habitus, parce que l'habitus, c'est quand même un thème, c'est pas très compliqué, mais c'est juste un thème aussi important comme ça, donc pour juste clarifier les choses avant de l'aborder. Ok. Parlons maintenant du contrôle social. D'abord, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler justement qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois sur le contrôle social? On s'était arrêté où? Vous retenez un peu? Javier? On a fait la distinction entre les deux courants de définition du contrôle social. Et le premier, il consiste à donner une valeur plutôt positive au contrôle social en le définissant comme un ensemble de régulations qui sert à maintenir une certaine cohésion sociale et qui est nécessaire. Et le second courant, il le définit en sorte de phénomène de pouvoir. Et c'est plutôt un phénomène qui vise à englober l'individu et le mettre dans une vie qui est presque isolée et détachée de l'environnement externe. Ok, très bien. Et quand nous avons parlé du contrôle comme phénomène de pouvoir, nous avons aussi fait une distinction entre contraintes extérieures et contraintes intérieures ou autocontraintes. Et à la fin, nous avons parlé de l'autre scénario de l'autocontrainte, comme si les individus, comme nous l'avons déjà dit, font sienne les injonctions sociales incontournables, en quelque sorte, comme si c'est quelque chose qui émane de leur propre volonté, ou leur volonté personnelle, en quelque sorte. Et nous avons dit que normalement, les individus, dans le cas de régulation interne, ils ont l'impression qu'ils sont en train d'obéir à eux-mêmes, et donc que je ne suis pas en train d'obéir à quelqu'un d'autre qui vient de l'extérieur. Et nous avons dit que dans certains cas, cette autocontrainte peut même remplacer la violence extérieure, si ça dépend déjà de la nature du régime dans lequel on vit. Et donc, l'usage de la violence par ce régime-là, normalement, elle est envisagée d'une manière répandue, c'est quelque chose exceptionnel, ça dépend. Et enfin, ce que nous avons déjà terminé sur cette partie-là, nous avons dit que sur ce point de la question du contrôle comme phénomène de pouvoir, nous avons rappelé juste Pierre Bourdieu. Nous avons dit que Pierre Bourdieu insiste sur le fait que le contrôle social qui pèse sur les individus, mettons l'accent sur l'importance des conditions qui orientent les choix des individus. Oui. Emma? En fait, je crois que on l'avait pas commencé Bourdieu, vous aviez introduit. C'est ça, oui. C'est ça. Okay.
avons juste commencé à dire que Pierre Bourdieu, il a adopté cette notion du champ social. Et nous avons essayé de dire qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il distingue en quelque sorte le champ social de la question du contrôle social. Et c'est juste pour introduire cette notion du champ social, nous avons dit que Pierre Bourdieu a insisté sur le fait que le contrôle social pèse sur les individus et qu'il a mis l'accent surtout sur l'importance des conditionnements qui orientent les choix des individus. Pour Bourdieu, c'est ça ce que nous avons déjà terminé la dernière fois par disant que pour Bourdieu, les pratiques des acteurs sont perçues comme étroitement liées, étroitement conditionnées à la fois d'un côté par la structuration du champ social, et nous n'avons pas commencé à dire qu'est-ce que ça veut dire le champ social, mais à la limite, pour Pierre Bourdieu, les pratiques des acteurs sont conditionnées d'un côté par la structure des champs sociaux et de l'autre côté par les dispositions préconditionnées des individus, c'est-à-dire comment les individus vont s'adapter à ces moyens de contrôle social imposés ou en quelque sorte qui pèsent sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire champ social? Ça, c'est l'élément un peu innovateur dans la conception de Pierre Bourdieu. Pour Pierre Bourdieu, le champ social s'agit de quoi? Il s'agit des espaces, ou disons un lieu, où s'organisent des relations de pouvoir et de domination. Mais l'idée là, que ce ne sont pas des relations de pouvoir ou de domination entre les individus, mais entre les classes et les fractions de classes. C'est-à-dire que ce sont des relations de domination et de pouvoir, non pas entre des simples individus, c'est-à-dire non pas au niveau individuel, mais entre les classes sociales et entre les fractions des classes sociales. En quelque sorte, ce sont des espaces ou un lieu où on voit la distribution inégale des ressources de pouvoir. On voit dans ces champs sociaux comment la répartition ou la distribution des pouvoirs est répartie d'une manière inégale. Parce que ça dépend c'est quelque chose qui lie les classes sociales et les fractions des classes sociales. Et donc, évidemment, ce sont répartis d'une manière inégale parce que nous avons différentes classes sociales au sein de la société. Cela veut dire que le pouvoir est réparti entre les classes sociales d'une manière inégale, évidemment. OK? L'idée, c'est quoi pour Pierre Bourdieu? Pour Pierre Bourdieu, l'idée est que tout champ, normalement, pas seulement le champ social, on peut avoir un champ industriel, par exemple, champ politique. Pour Pierre Bourdieu, juste cette idée de champ-là veut dire qu'il existe toujours un système de position hiérarchique. Dans n'importe quel champ, quand on parle du champ, cela veut dire a priori que nous avons un système de position hiérarchique inégal. Et ce système de hiérarchique inégal ou position hiérarchique inégale, a priori, c'est un système hiérarchique en termes de compétences juridiques, de prestige, d'argent, pouvoir d'influence, quelles que soient ces ressources qui sont réparties d'une manière inégale suite à cette position hiérarchique, inégale entre les classes ou les fractions des classes au sein de la société. Et donc, les classes A ont quelques ressources qui se diffèrent de la classe B, qui se diffèrent de la classe C, ou disons les positions hiérarchiques dans quelque sorte. Chaque position hiérarchique a des pouvoirs et des ressources différentes de l'autre. Si les acteurs A, ils ont plus d'argent, plus de prestige, B aura moins d'argent, moins de prestige, et c'est pour cela qu'il sera au deuxième rang dans cette distribution hiérarchique, si on veut le dire. Ok? C'est clair un peu l'idée jusque-là? Oui. Oui, ok. D'accord. Dans ce sens, le champ social, il est constitué a priori des espaces structurés de postes ou de positions hiérarchiques. Et normalement, ces positions hiérarchiques ou ce système de positions hiérarchiques peut être analysé selon Pierre Bourdieu. Ces positions hiérarchiques qui constituent ce champ social, c'est un élément fondateur pour Pierre Bourdieu pour comprendre comment le champ social fonctionne. Okay? Et normalement, dans l'analyse en termes de champ, Pierre Bourdieu, il a dit que, a priori, les conflits de pouvoir constituent une dimension majeure dans les pratiques sociales. Quand on parle des champs, surtout les champs sociaux, dans ce contexte-là, les conflits de pouvoir, puisque déjà les pouvoirs et les ressources sont répartis d'une manière inégale suite à cette position hiérarchique, alors les conflits de pouvoir, c'est un élément important dans ces champs-là, ou dans la pratique sociale au sein des champs.
Il a dit qu'il y a normalement deux niveaux, si on veut dire, des conflits qui peuvent émerger dans les champs sociaux. Premièrement, ce sont des conflits à caractère plutôt économique, selon Pierre Bourdieu. Ça veut dire quoi à caractère plutôt économique? C'est-à-dire que ces conflits-là tournent surtout autour de l'appropriation ou le contrôle des biens matériels. Biens matériels comme le pouvoir d'achat, les moyens de production, quels que soient les biens matériels qui sont là, dans ce champ-là, et constituent un sujet de conflit entre les différentes classes ou les différentes fractions de classes qui existent dans la société. De l'autre côté, nous avons des conflits à caractère ou disons des enjeux ou de lutte à caractère social et non pas économique. Ça veut dire quoi? Des luttes à caractère social? Ça veut dire surtout qu'ici, nous sommes surtout sur le terrain du symbolique. Il ne s'agit pas de quelque chose de matériel, mais de quelque chose de symbolique. Il s'agit par exemple, a priori, pour les dominants, d'imposer leur définition de ce qui est légitime dans un champ donné. C'est-à-dire que là, les classes ou les fractions de classe ou les positions hiérarchiques les plus hautes dans ce cas-là, c'est eux qui vont définir qu'est-ce qui est considéré comme légitime et qu'est-ce qui est considéré comme illégitime dans ce contexte-là. C'est pour cela qu'on parle a priori de quelque chose qui n'est pas matériel. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire la lutte ou d'avoir un conflit juste pour contrôler quelque chose qui est matériel. Non, ici c'est quelque chose de symbolique. On est en train d'avoir des enjeux ou des luttes symboliques pour définir ou pour voir qui aura le pouvoir pour avoir la domination, disons, d'imposer la définition de ce qui est légitime et ce qui est illégitime dans ce champ-là. C'est le plus dominant, celui qui a le plus de pouvoir, c'est-à-dire qu'il a le plus de ressources, a priori, aura l'opportunité de définir cette distinction-là entre légitime et illégitime. OK? Ça, c'est, d'une manière générale, les conflits qui peuvent émerger dans le champ social pour Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu a dit que ce concept de champ ne se limite pas, comme nous l'avons déjà dit, juste au champ social, mais ils peuvent être appliqués aussi à d'autres champs. Et dans le contexte de la sociologie politique, le champ qui aura plus d'importance et qui sera lié directement au champ social, ça sera le champ politique. Et quand on parle du champ politique, Bourdieu, il a dit que le champ politique est plus spécifiquement structuré autour de quoi? Autour de la compétition en ce qui concerne le contrôle de l'appareil de l'État. Quand on parle du contrôle ou le champ politique, pour avoir le contrôle politique, en quelque sorte, cela veut dire que dans ce champ politique, nous avons un conflit, toujours entre des positions hiérarchiques, oui, mais le but, ça sera ici, non pas seulement de définir ce qui est légitime et illégitime d'une manière symbolique, ou ne sera pas seulement d'avoir le contrôle des biens matériels, non, quand on parle du champ politique, cela veut dire qu'on est en train de faire une compétition autour du contrôle de l'appareil de l'État elle-même, les institutions politiques de l'État. Le plus dominant, les classes qui seront au premier rang dans ces positions hiérarchiques, c'est eux qui vont avoir le contrôle de l'appareil de l'État. Un contrôle qui peut impliquer les possibilités d'intervention dans l'ensemble de société. Parce que le champ politique, c'est quelque chose qui intervient dans toutes les sphères de la société. Comme nous l'avons déjà vu avec l'article de Wendy Brown, par exemple. Vous avez vu comment la dimension bureaucratique, la dimension prérogative et ainsi de suite, toutes les dimensions de pouvoir étatique interviennent dans le champ social, d'une manière ou d'autre. C'est eux qui contrôlent le champ social. Dans le cas de Wendy Brown, on parle surtout de ce qui a lien avec les femmes. Mais d'une manière générale, le champ social, c'est un champ qui définit ou qui intervient dans l'ensemble de la société, sur le plan matériel ou sur le plan symbolique. C'est quelque chose qui englobe tous les autres champs, si on veut le dire. Le champ social englobe le champ politique, englobe le champ social, le champ industriel, les questions matérielles, les questions symboliques, tout. Tout est englobé dans le champ politique. OK? C'est clair jusqu'à là? Est-ce que quelqu'un a une question? Léandre, Pénélope, Shahenda et Fadi, c'est bon pour vous? Parce que je ne vous vois pas. Oui, merci. Oui. D'accord, ok. Très bien, ok. Donc, ça, c'est juste pour terminer avec la définition de Pierre Bourdieu.
Ensuite, on va commencer aujourd'hui à poser juste une question. Ce sera comment s'exerce au niveau pratique le contrôle social. Comment le contrôle social s'exerce d'une manière concrète. Normalement, le contrôle social, quand on parle de son exercice, on parle surtout des normes. C'est à travers les normes sociales ou les normes juridiques qu'on va appliquer le contrôle social. Oui. يعني en quoi le contrôle social peut être distingué de la domination exercée par l'État? Ok, ça c'est très bien. Le contrôle social, c'est quelque chose qui est lié directement à la domination, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir la domination pour assurer son exercice. Mais le contrôle social, là, comme nous l'avons déjà dit, il se distingue par rapport déjà au type, c'est-à-dire que nous avons plusieurs types déjà. Est-ce qu'on parle d'un contrôle formel ou informel? Si on parle du contrôle formel, cela veut dire que surtout on parle de la domination étatique, c'est l'État qui intervient. Si on parle d'un contrôle informel ou non formel, dans ce cas-là, on va poser, est-ce que le contrôle social, qui est quelque chose imposé de l'extérieur, cela revient toujours à la question de la domination, parce que c'est l'État, ou bien ça revient de l'individu lui-même, c'est l'autocontrainte. Et dans ce cas-là, on ne parle pas de la domination, parce que c'est l'individu lui-même qui va s'approprier des règles imposées en quelque sorte pour dire que j'ai obéi à moi-même et je ne suis pas en train d'obéir à quelqu'un d'autre. Pour Pierre Bourdieu, quand il a parlé de la question du champ social, il a dit à la fin que ce champ social, puisqu'il est englobé dans la question du champ politique, c'est-à-dire le contrôle des appareils de l'État, donc c'est la domination. C'est-à-dire quand on parle du champ social surtout, et on veut dire que le champ social, ça veut dire l'appropriation de l'appareil de l'État ou le conflit autour de qui va avoir le contrôle de l'appareil de l'État. Dans ce contexte-là, comment on va avoir le contrôle de l'appareil de l'État? C'est à travers la domination. Vous voyez le lien? Quand on parle de la domination, surtout, on parle de la domination au sein des institutions étatiques. Okay, c'est quelque chose de formel qui a lien avec les institutions de l'État elles-mêmes. Et donc, surtout, quand on va parler du champ politique, qui englobe le champ social et tous les autres champs, et donc englobe le contrôle social, évidemment, dans ce cas-là, on parle de la domination, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exercer en quelque sorte le contrôle social dans un État sans la domination. Vous voyez? C'est clair? Oui? Madame? Oui. Madame? Juste une question. C'est le champ social qui contient le champ politique ou l'inverse? C'est le champ politique et le champ social. Le champ politique, tous les champs. Le champ social, le champ industriel, tous les champs sont dans le champ politique. Ok. Alors, la question ce sera maintenant comment normalement s'exerce ce contrôle social. Et ici, on va juste essayer de comprendre, on va parler de deux notions, le contrôle social et la déviance aujourd'hui. Puisqu'il y a un contrôle social, donc cela veut dire qu'il y a une déviance. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire déviance. Mais juste aujourd'hui, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer, ce lien entre contrôle social et déviance de l'autre côté. Et a priori, le contrôle social, il se base sur des normes, c'est-à-dire des règles, soit des règles juridiques, soit des normes sociales. Ça, c'est l'idée de l'ensemble des théoriciens quand on parle au plan de l'exercice. Et la question était, qu'est-ce que ça veut dire les normes sociales? Parce que les normes juridiques, c'est clair. Les normes juridiques, ça veut dire l'État. Donc, ce contexte-là, ce sont des règles imposées de l'extérieur, a priori, et donc, ce sont des règles qui ont une valeur juridique, parce qu'elles émanent des institutions de l'État. Mais les normes sociales émanent de quoi? Normalement, les normes sociales, ce sont les règles de conduite définies dans une société donnée. Et la violation de ces normes sociales-là ou de ces règles sociales-là entraîne normalement des sanctions qui sont transmises au cours des processus de socialisation. Nous avons parlé du thème de socialisation avant, je pense. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou non. Ça veut dire quoi la socialisation? Vous ne rappelez pas?
je suis pas sûre, mais c'est quand on apprend les règles pour vivre et pour interagir avec les autres à quelqu'un. Bah oui, c'est ça l'idée. Oui, Habiba. C'était élaboré par Émile Durkheim. Il a dit que ça consiste à une certaine contrainte que la société dans son entièreté exerce sur l'individu pour l'obliger à respecter la cohésion sociale qui est nécessaire pour sa reproduction. C'est très bien, c'est ça l'idée. Et donc, normalement, quand on parle de l'exercice du contrôle social, on essaye de faire ce lien avec la question de socialisation. Pourquoi? Parce que normalement, la socialisation, c'est un concept de base que nous l'avons déjà traité dans la sociologie, mais c'est emprunté de l'anthropologie et la psychologie, a priori. Pendant longtemps, la socialisation était considérée ou liée surtout dans la question de la socialisation de l'enfant. Quand on a parlé de la socialisation dans l'histoire de la sociologie politique, on était surtout focalisé à la question de la socialisation des enfants. Et d'une manière un peu simplifiée, socialisation, c'est juste les manières de transformer dans ce temps-là les enfants qui sont des êtres biologiques égoïstes en êtres sociaux. C'est juste cette transformation pour assurer que les individus ou les êtres humains vont être des êtres sociaux. Cela veut dire qu'ils seront intégrés socialement. Et cette théorie, comme Habiba vient de le dire, a été expliquée d'une manière détaillée avec Emile Durkheim. Emile Durkheim, il a parlé de la socialisation comme cette contrainte verticale exercée par les institutions politiques et leurs agents sur les individus. Et nous avons un autre théoricien aussi qui a repris cette définition d'Emile Durkheim, il s'appelle Jean Piaget. Jean Piaget, il a parlé aussi de ce concept de socialisation où il a juste considéré que Emile Durkheim, il a donné plus de valeur à la question de la contrainte. Et il a sous-estimé la coopération, c'est-à-dire que pour Piaget, surtout, il a dit que la socialisation ne peut pas être pensée comme justement une inculcation. Vous savez, inculcation, c'est-à-dire quoi? Inculcation, c'est-à-dire le fait d'obliger quelqu'un d'apprendre quelque chose, de faire entrer quelqu'un dans l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on est en train juste d'obliger les autres ou d'imposer une certaine manière de réflexion, une certaine manière d'agir aux autres. Et donc, pour Piaget, il a dit que juste le fait de limiter la socialisation à cette idée d'avoir des manières de réflexion imposées par les institutions politiques, de manière des manières de faire ou des manières de sentir ou de penser, c'est quelque chose qui n'est pas très juste, parce que si, dans cette manière, de cette façon-là, on est en train de penser les individus comme étant des êtres passifs. Ils sont juste là pour obéir aux règles imposées de l'extérieur, alors que les individus sont aussi des êtres actifs. Et dans ce cas-là, pour Piaget, il a dit que la socialisation, c'est une construction interactive des conduites sociales. Parce que j'ai la possibilité d'obéir ou non. Ça revient juste à la question de l'autocontrainte. C'est-à-dire que je peux ne pas obéir et donc je vais subir le risque. Et si je passe, mon action de désobéissance se passe comme étant inaperçue par l'État, dans ce cas-là, c'est bon, la résistance est tenue. Si ma non-obéissance a été perçue, je vais subir la sanction. Ou bien je peux m'approprier la règle. Et donc, dans ce cas-là, je vais exercer cette autocontrainte. Pour Piaget, c'est cette interaction qui produit le processus de socialisation. Et donc, elle est liée à la question des normes sociales, c'est-à-dire normes imposées par la société elle-même. OK? Vous voyez l'idée? OK. Dans ce cadre-là, le contrôle social, normalement, il s'exerce à deux niveaux. Soit, premièrement, à travers les normes sociales, ou bien à travers les normes juridiques. À travers les contraintes externes, formelles, ou bien à travers des contraintes informelles ou autocontraintes. L'idée que dans les sociétés modernes, à temps moderne, normalement, les normes juridiques et les normes sociales coexistent. C'est-à-dire que dans les sociétés modernes, nous avons les deux normes. Nous avons des normes juridiques qui contrôlent, qui sont en train de contrôler, c'est-à-dire
la société, et nous avons aussi des normes sociales qui sont en train toujours de contrôler la société. Et donc cette coexistence entre normes juridiques et normes sociales, c'est elle qui marque les sociétés modernes en quelque sorte. Et le contrôle social, il est toujours dépendant des contextes dans lequel il s'insère. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier le contrôle social du contexte dans lequel on vit. Exemple, Foucault. Foucault, il a essayé d'examiner dans son ouvrage Surveiller et punir, il a été en train d'examiner les conditions de la naissance et des institutions qui sont mises en place pour assurer ou faire apprendre la discipline aux autres. Par exemple, la prison, ou l'école, ou l'armée. Ces institutions-là, ce sont des institutions de contrôle, en quelque sorte, parce qu'ils sont en train, justement, de faire apprendre quelque chose aux autres, des manières de socialisation, en quelque sorte. Okay. Et donc, Pierre Bourdieu, il a été en train d'expliquer comment la prison a été née, par exemple. Pourquoi, dans quel contexte cette institution a été née. Et lui, on a... Excusez-moi. Oui, madame. C'est oui. Pierre Bourdieu ou Foucault qui dit ça? Foucault. Foucault, ok. Merci. Et donc, Foucault, il a dit quoi? Il a dit que la prison, par exemple, moderne, il a une histoire. Et sa histoire couronne un système pénal organisé autour de la privation de la liberté. C'est-à-dire que la première fois que nous avons pensé à créer une institution qui s'appelle la prison, l'idée c'était surtout justement d'assurer un système bien clair, bien défini, justement pour assurer comment on peut priver les individus de leur liberté. Et ce système a été instauré vers la fin du XVIIIe siècle. Pour Foucault, l'idée qu'on a essayé justement de rendre humaine la peine. On a essayé d'humaniser la peine dans ce contexte-là, à partir du XVIIIe siècle. Et il a dit que ça a été lié à la question de rationalisation des techniques de contrôle. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement en train de contrôler la société ou les individus d'une manière arbitraire, mais on était en train d'avoir un minimum de rationalité en voulant assurer ce contrôle de la société. Pourquoi nous parlons de la rationalité? Parce que ici, la solution qui a été imaginée en construisant par exemple les prisons, c'était d'édifier des espaces clos, des espaces fermés, permettant de rendre les individus, après leur sortie, utiles à la société d'un côté, et de l'autre côté, ils sont disciplinés. Ils vont obéir facilement à la société. C'est ça le but de la prison. On n'est pas en train juste de sanctionner les individus ou de les torturer par exemple, comme ça, sans avoir un but rationnel clair. Quand nous avons l'ambition de créer ces institutions-là, c'était surtout pour assurer qu'une fois ils vont sortir de cette institution-là, ils vont être plus utiles à la société d'un côté et ils vont être capables d'obéir plus facilement aux règles imposées par la société. Et donc l'idée, c'est justement que normalement, les contextes sociaux dans lesquels les individus vivent influent largement la manière par laquelle nous allons créer des institutions ou nous allons créer des mécanismes pour assurer ce contrôle social. Donc d'un côté, on ne peut pas dissocier le contrôle social du contexte et de l'autre côté, on ne peut pas dissocier les normes sociales des normes juridiques. Vous voyez l'idée? Ok? Ça, c'est dans le temps moderne. Comme nous l'avons déjà dit, les normes juridiques, ce sont les normes liées à l'État, c'est-à-dire qu'ils ont surtout le caractère coercitif, légitime, parce que ça revient seulement à l'État. Et l'État, c'est l'institution ou l'entreprise qui a ce monopole de l'exercice de violence légitime, de coercition légitime. Et donc, quand on parle des normes juridiques, l'élément essentiel qui distingue entre normes juridiques et normes sociales, c'est cette idée d'avoir la coercition légitime exercée par les institutions de l'État. Ok? D'accord. La question ici, c'était donc si normalement les normes juridiques, ils ont ce caractère coercitif et c'est pour cela que les individus, normalement, ils vont obéir à ces règles-là parce qu'ils vont avoir une sanction.
Bon, l'autre question, ça sera pour les normes sociales surtout. Bah, est-ce qu'ils sont imposés comme normes, comme les normes juridiques, est-ce qu'ils ont un caractère coercitif? Bah, pourquoi les individus vont obéir aux normes sociales? C'est-à-dire que pourquoi les normes sociales sont quelque chose d'important pour que les gens les respectent d'une manière un peu simplifiée. Ça, c'est une question qui a irrité les théoriciens pour une certaine période. Parce que Quelqu'un parle? Habiba. j'allais dire, c'est parce que quand même, même si c'est social, mais il y a toujours une sanction, mais c'est une sanction plutôt symbolique et morale. Il y a l'aliénation, vous allez être exclu de votre famille, de votre groupe, de votre société. Enfin, c'est quand même une sanction qui pèse beaucoup et c'est une sanction psychologique qui a des significations pour l'individu. Enfin, c'est pour cela qu'il la respecte. Très bien. C'est ça exactement l'idée. Et nous allons la voir avec un exemple qui a été étudié par l'un des ethnologues qui s'appelle Malinowski. Malinowski, c'est un ethnologue polonais. Et on va juste expliquer cette idée-là. Normalement, les normes sociales nécessitent a priori la mobilisation d'un certain nombre d'agents sociaux. C'est-à-dire que normalement, quand ces agents sociaux vont saisir la norme, ils vont rappeler l'existence de la norme au niveau collectif. C'est-à-dire, si j'ai une norme sociale qui existe et personne ne réclame la norme là, est-ce que dans ce cas-là, on va avoir une sanction morale même? Non. Bah, si la norme existe et personne ne rappelle l'application de la règle, tout va bien. OK? Mais au moment où quelqu'un va rappeler la règle ou la norme sociale, rappeler son existence à la collectivité, à ce moment-là, la norme sociale existe et va avoir cette importance de sanction morale. C'est-à-dire que normalement, la norme sociale fait a priori, qui fait a priori l'unanimité, c'est-à-dire même si elle existe, elle est reconnue par la majorité des individus, ok, mais elle requiert pour son application, pour qu'elle ait vraiment un pouvoir de sanction, comme Habib a dit par exemple, elle requiert pour son application l'intervention des individus ou des groupes qui se sentent concernés par son application, c'est-à-dire qu'ils vont réclamer la règle et donc ils vont rappeler la nécessité de son application. Cela veut dire quoi? Ben, on va voir l'exemple de Malinowski. Malinowski, c'est un ethnologue qui a étudié une population dans un certain village. C'est pas important de citer quel village. Bah, normalement, le village qu'il a été en train d'étudier, au moment de son étude, il a assisté au suicide d'un jeune homme. Et il a voulu justement savoir pourquoi ce jeune homme a commis cet acte de suicide. Ben, il a vu que cet acte commis par l'homme, c'était conséquence de l'hostilité générale du village à l'égard de cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté l'une des règles sociales fondamentales dans ce village-là. La règle s'appelle l'hexagonie. Ça veut dire quoi l'hexagonie, cette règle dans ce village-là? La règle, c'était que normalement, on doit choisir son conjoint en dehors de son groupe de parenté. C'est-à-dire que quand on va se marier, on doit choisir quelqu'un en dehors du groupe de parenté. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être, par exemple, ma cousine. Dans ce cas-là, ça pose problème. Okay? Ça, c'était une règle sociale dans le village. Et lui, il a violé cette règle parce qu'il a été marié avec sa cousine. OK? Normalement, dans un premier temps, cela n'a pas posé un problème. Dans un premier temps, quand il s'est marié avec sa cousine maternelle, il n'y avait pas un problème. Bah, quand est-ce que le problème a émergé? Le problème a émergé à partir du moment où quelqu'un de ce village-là réclame l'application de la règle, rappelle cette règle de contrôle social qui existe, rappelle que nous avons une règle qui interdit en quelque sorte que vous choisissez votre conjoint du même groupe de parenté. Au moment où cet individu vient de rappeler l'exercice de cette règle-là, nous avons eu cette sanction morale pour cet homme-là.
Et nous avons eu un degré d'hostilité assez grave à l'encontre de cet homme-là. Et enfin, il a commis cet acte de suicide. Okay. Donc, cela veut dire quoi pour Malinowski? Quel est l'intérêt de cette étude-là? C'était juste de dire que les normes sociales ne sont pas naturelles. Ce n'est pas quelque chose de naturel qui existe, mais elles possèdent une effectivité par l'action des individus. Quand les individus vont réclamer cette règle-là, en établissant cette règle-là, à ce moment-là, la norme sociale devient applicable. Mais si la norme sociale existe et on a oublié cette norme-là, personne n'a réclamé cette règle. Dans ce moment-là, nous n'allons pas avoir un problème parce que personne n'a réclamé l'application de la règle. Si personne n'a réclamé l'application de la règle, cela veut dire qu'elle n'est pas établie. Vous voyez? Vous comprenez l'idée? Oui? Oui, ok. Dans ce contexte, nous avons un autre exemple intéressant aussi de Howard Becker. Nous avons parlé de Becker avant, si vous vous en souvenez. Et qu'est-ce qu'il a dit Howard Becker? Howard Becker, il avait fait un ouvrage qui s'appelle Outsiders. Et là, il a parlé d'un concept très intéressant qui s'appelle les entrepreneurs de morale. Ça veut dire quoi les entrepreneurs de morale dans l'exemple de Howard Becker? Howard Becker, il a voulu justement utiliser ce concept d'entrepreneur de morale pour distinguer ou pour désigner les groupes sociaux qui se chargent d'universaliser les règles sociales qui sont déjà là. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'imposer les règles sociales, les normes sociales, à l'ensemble des membres de la société. C'est eux qui prennent la charge d'appliquer et d'établir cette règle ou cette norme sociale. OK? Normalement, c'est une démarche interactionniste de la production de la norme sociale et son application. C'est un processus pour assurer l'établissement de la règle qui est mené par ces entrepreneurs de morale. Pour comprendre, ça veut dire quoi, entrepreneur de morale au sens concret, nous allons voir l'exemple qu'a donné Howard Becker. Howard Becker a donné un exemple très intéressant lié à la drogue de marijuana aux États-Unis. Elle a dit quoi? Elle a dit que normalement, la marijuana a été interdite en 1937 aux États-Unis. Avant ça, ce n'était pas quelque chose d'interdit. C'était quelque chose qui se trouve normalement sans aucune interdiction. Et selon elle, la marijuana ne fait l'objet d'une attention particulière, en quelque sorte, des individus dans la société et des autorités même avant l'adoption de cette loi-là. C'est-à-dire qu'avant l'adoption de la loi qui interdit cette drogue-là, normalement, les autorités n'avaient pas vraiment une attention précise accordée à cette drogue-là. Et donc, elle a été concernée par le fait d'étudier pourquoi, juste d'un jour au lendemain, comme ça, nous avons interdit cette drogue-là, si elle n'était pas vraiment quelque chose qui irrite les autorités politiques. Alors, pourquoi elle était interdite à un moment donné? C'est bon? Oui? Vous suivez? Oui, d'accord. Alors, elle a essayé d'expliquer juste pourquoi cette drogue a été interdite. Et elle a mis la lumière sur l'action décisive d'une institution qui était là, qui a joué le rôle d'entrepreneur de morale. C'est-à-dire que là, nous avons un bureau qui a joué ce rôle d'entrepreneur de morale. Jouer ce rôle d'entrepreneur de morale en établissant ou en menant, si on veut le dire selon ces termes, une croisade morale en faveur de l'interdiction de cette drogue-là. C'est-à-dire que nous avons une certaine institution ou un bureau aux États-Unis qui a mené comme une croisade morale pour juste assurer l'interdiction de cette drogue-là. Normalement, ce bureau-là, il a établi pas mal de rapports pour juste sensibiliser l'administration fédérale aux États-Unis à interdire cette drogue. Et elle a fait une campagne très vaste pour sensibiliser aussi l'opinion publique à l'interdiction de cette drogue-là. Le thème de marijuana, à la fin, a été présenté au Congrès pour
pour adopter la loi qui interdit cette drogue-là. Et dans ce contexte-là, ce qui était intéressant, que avant le rôle de ce bureau-là, personne n'était vraiment intéressé à la question de l'interdiction de marijuana. L'État n'était pas intéressé, les autorités politiques et sociales n'avaient aucun intérêt accordé à l'interdiction de cette drogue. Mais ce bureau-là, il a joué un rôle d'entrepreneur de morale. Il a mobilisé la société, il a mobilisé l'opinion publique, il a mobilisé les institutions de l'administration fédérale pour arriver à la fin à l'interdiction de cette drogue-là. Et il a réussi à le faire. Pour Howard Baker, il y avait juste une question intéressante. Elle a dit que qui sont les groupes sensibles de se mobiliser contre l'adoption de cette loi-là? Qui sont les groupes qui auront, disons, un problème si cette drogue est interdite? Les fumeurs de cette drogue-là, les fumeurs du marijuana, ce sont le groupe essentiellement qui aura les sanctions, disons, s'il va fumer le marijuana après. Et donc, ce groupe-là, il a plus de bénéfices, disons, de se mobiliser contre l'adoption de cette loi-là. Mais, à la fin, ce groupe n'en est pas vraiment quelqu'un susceptible de se mobiliser contre l'interdiction de cette drogue-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vraiment une existence sociale. Les fumeurs de la marijuana ne sont pas un groupe d'intérêt ou un groupe social bien organisé. Ce sont juste des individus, des simples individus, dont le comportement est jugé de plus en plus par la société comme étant un comportement illégitime. Et eux ne sont pas construits d'une manière organisée pour se rassembler comme ça et se mobiliser contre l'adoption de cette loi-là. C'est pour cela qu'ils n'ont rien fait. Rien fait au niveau social, c'est-à-dire qu'on ne voit pas leur existence sociale au niveau collectif parce qu'ils n'ont rien fait. Et il faut juste ici ajouter quelque chose comme ça entre parenthèses, que les professions utilisatrices de cette plante-là, comme par exemple les producteurs ou l'industrie par exemple pharmaceutique ou les fabricants de l'huile et ainsi de suite, ils ont eu l'autorisation de continuer à utiliser cette plante. Et donc, eux, ils n'avaient pas un problème. Parce que, par exemple, l'industrie pharmaceutique, ils ont un groupe bien organisé qui vont défendre leurs intérêts. Et donc, ces groupes-là qui vont utiliser cette plante avaient l'autorisation de continuer à utiliser la plante. Le problème était justement lié aux gens qui vont fumer cette drogue-là. Et eux, ils n'étaient pas organisés d'une manière bien définie pour s'opposer contre l'interdiction de cette drogue, en quelque sorte. C'est pour cela que leur existence était inaperçue par la société, si on peut le dire. Vous voyez? Parce qu'ils n'étaient pas mobilisés au sens collectif du thème. Et l'interdiction de cette drogue, en quelque sorte, selon l'étude de Howard Baker, a été adoptée sans aucune difficulté. Parce qu'aucun groupe n'a été mobilisé contre l'adoption de cette loi-là. Et ces groupes de fumeurs-là n'avaient pas la possibilité ou les moyens, disons, de s'opposer à l'entreprise morale, c'est-à-dire ce bureau-là ou cette institution-là qui a mobilisé la société tout entière pour adopter cette loi qui interdit la drogue. Les fumeurs n'avaient pas un pouvoir ou n'avaient pas, disons, la capacité de s'opposer contre cette entreprise morale. Okay? Dans ce contexte, c'était intéressant pour Howard Baker juste de rappeler que ce qui a eu lieu dans cet exemple-là des fumeurs de la marijuana peut être transposable, peut être adopté dans les autres domaines de la vie sociale. C'est-à-dire que l'adoption d'une norme sociale, quelle que soit la norme sociale, est toujours liée et subordonnée à l'ensemble des interactions sociales. C'est-à-dire que normalement, quand on parle des normes sociales, le résultat, l'issue de la norme sociale n'est jamais assuré à l'avance. On n'est jamais sûr si vraiment la norme sociale va être appliquée ou non à l'avance. On n'est jamais sûr si un autre groupe social va se mobiliser contre nous
nous, en tant qu'entrepreneurs de morale, qui vont essayer d'universaliser cette norme sociale, qui vont essayer d'imposer cette norme sociale à l'ensemble de la société. On n'est jamais sûr du résultat, parce que peut-être que ces autres réussissent à se mobiliser et contester contre mon ambition d'assurer cette norme sociale comme étant une norme qui va s'imposer à l'ensemble des individus. Et peut-être, comme l'exemple de marijuana, que les gens vont échouer à s'opposer contre mon ambition d'assurer ou d'imposer cette norme sociale. Vous voyez l'idée? Est-ce que quelqu'un a une question? C'est bon? Agathe, Efadi, Pénélope, Shahinda, Léandre? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Bien ça. Ok. D'accord. La remarque, c'était justement par Howard Baker que normalement, à la fin, on doit être conscient que la production des normes sociales est toujours envisagée à l'apparition de la déviance. C'est-à-dire que quand on va parler de la production de n'importe quelle norme sociale, on doit toujours faire le lien entre cette norme sociale d'un côté et la question de la déviance de l'autre côté. Ça veut dire quoi, déviance? La déviance, c'est justement le caractère de s'écarter d'une norme. Le caractère de s'écarter de cette norme sociale qu'on est en train de produire ou qu'on essaye de l'imposer à l'ensemble de la société. Normalement, c'est un comportement qui est non conforme aux normes sociales. Et quand on parle de la volonté de produire une norme sociale, on doit parler de cette question de déviance. C'est-à-dire que l'imposition d'une norme sociale, elle a pour effet normalement de produire la déviance. Comme l'exemple des fumeurs de la marijuana. Ce groupe-là, ça se présente comme étant un groupe déviant. Et ce qui est intéressant dans l'exemple des fumeurs de marijuana, que d'un jour à l'autre, ils passent de la légalité à l'illégalité. Ils n'ont rien commis. C'est-à-dire que le comportement des fumeurs de la marijuana n'a pas changé. C'est la norme sociale qui a été changée. Eux, avant l'adoption de cette loi-là, ils fument la marijuana. Après l'adoption de cette loi, ils continuent à fumer la marijuana. Ils n'ont rien changé. Leur comportement reste le même. Et d'un jour à l'autre, après la production de cette norme sociale, il se passe d'un groupe qui commet un acte considéré comme légal à un groupe qui est considéré comme un groupe déviant parce qu'il échappe de cette norme sociale. Il essaie de s'opposer en quelque sorte ou de s'écarter de l'application de cette norme sociale qui vient d'être appliquée du jour au lendemain. Vous voyez l'idée? Alors, le lien entre déviance et contrôle social, c'est un lien très important et très intéressant à le voir justement. Ça, ce sera la deuxième et la dernière question qu'on va aborder aujourd'hui. La déviance, comme nous l'avons déjà dit, c'est l'ensemble des comportements qui s'écartent de la norme sociale. Madame. Oui, Mariam? J'ai pas compris le lien entre déviance et contrôle social. Okay. J'ai pas compris le lien entre les deux. Le contrôle social ou la norme sociale, c'est le lien entre surtout la norme sociale. La norme sociale, c'est fait partie du contrôle social. Okay? Un des moyens pour exercer ce contrôle social. Normalement, si on voit cet exemple des fumeurs de marijuana, toujours qui a été étudié par Howard Baker. Normalement, la norme sociale, cela qui a été imposée après l'adoption de la loi, c'est qu'on va interdire la marijuana aux États-Unis. C'est ça la loi qui a été votée. Et nous avons un groupe qui est le groupe des fumeurs de la marijuana. Avant l'adoption de cette loi-là, les fumeurs de la marijuana étaient considérés comme étant un groupe qui fait une action légale. C'est-à-dire que leur action était conforme avec la norme sociale. Parce qu'avant l'application de cette loi, la marijuana était une plante légalisée. Nous n'avons pas une interdiction de fumer la marijuana. C'était quelque chose de légitime. Okay? Et donc, ce groupe-là, son action était considérée comme conforme avec la norme sociale qui existe avant cette loi-là. Une fois la loi a été votée, d'un jour au lendemain, les fumeurs de la marijuana ont été présentés comme étant un groupe déviant.
Déviant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il s'écarte de la norme. La déviance, c'est-à-dire qu'on s'écarte de la norme sociale qui existe. Et ce qui est intéressant dans cet exemple des fumeurs de la marijuana, que ce groupe n'a rien changé dans son comportement. Son comportement reste le même. Mais la règle sociale a été changée. Et c'est ça que d'un jour au lendemain, qu'ils se rendent compte qu'il devient un groupe déviant, alors que leur comportement reste le même. Avant l'adoption de la loi, ils fument la marijuana. Après la loi, ils continuent à fumer la marijuana. Mais puisque la norme sociale a été changée, leur statut a été changé. Il devient un groupe déviant qui s'écarte de cette norme sociale. Vous voyez l'idée? C'est pour cela que entre la norme sociale et la déviance, c'est quelque chose d'important. Parce que toujours, pour n'importe quel social, nous allons avoir un groupe qui s'écarte de cette norme sociale. Jamais vous allez avoir une norme sociale appliquée à 100%. Ça, c'est jamais. Nous allons toujours avoir un groupe qui essaie de s'écarter, qui essaie de s'échapper de cette norme sociale. Et donc, qui essaie de s'échapper du contrôle social. Vous voyez les deux? Oui, merci madame. Ok. La question de la déviance a été étudiée en fait depuis Durkheim. Durkheim s'intéresse à la question de la déviance. Et juste pour rappeler comme ça, quand Durkheim a parlé du contrôle social, si vous en souvenez, nous l'avons cité la dernière fois, nous avons dit que pour Durkheim, surtout, il est intéressé par la question du contrôle social en se concentrant sur la cohésion sociale. C'est-à-dire que pour Durkheim, nous l'avons déjà dit, que Durkheim, il a considéré le contrôle social comme étant un élément essentiel pour assurer la cohésion sociale. Il n'a pas vu ça comme quelque chose de négatif, en quelque sorte. Il a vu le contrôle social l'élément nécessaire pour assurer un minimum de cohésion sociale. Vous vous en rappelez? Oui, ok. Et donc, Durkheim, il a dit que c'est intéressant d'étudier cette question de déviance. Et il a étudié la question de la déviance à travers l'exemple du crime. Comment? Durkheim, il a défini le crime comme un acte qui offense certains sentiments collectifs doués d'une énergie et d'une force particulière et que la société sanctionne d'une peine spécifique. C'est ça le crime pour Durkheim. Le crime pour Durkheim, c'est un acte qui offense, qui s'oppose, qui offense certains sentiments collectifs doués d'une énergie et d'une force particulière et que la société sanctionne d'une peine spécifique. Sanctionne ce crime-là d'une peine spécifique normalement. Pour Immanuel Durkheim, le crime, c'est un fait social et c'est un phénomène normal. Et il s'interroge dans ce contexte-là sur les raisons, disons, de la permanence du crime. C'est-à-dire pourquoi le crime est toujours présent. Dans n'importe quelle société, c'est quelque chose toujours présent. Et il a considéré ce concept de crime en quelque sorte comme un exemple de déviance. Nous allons voir comment. Déjà, quelles sont les raisons pour Immanuel Durkheim qui assurent la permanence du crime? D'un côté, pour Immanuel Durkheim, il a dit que le crime, c'est quelque chose de normal. Pourquoi? Parce qu'il n'existait pas une société humaine sans crime. Et donc, pour lui, c'est un phénomène normal parce que toute société humaine, évidemment, elle va avoir ce phénomène-là. On n'a pas de société qui existe sans crime. Ça, c'est la première raison pour Immanuel Durkheim qui avance en quelque sorte pourquoi le crime est quelque chose de permanence. Deuxième élément pour Immanuel Durkheim, c'était de dire qu'il n'est pas possible d'avoir une définition de faire exister, et c'est pas possible, disons, de faire exister une définition générique du terme de crime. Ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas possible d'avoir une définition générique du terme de crime. C'est-à-dire que normalement, pour Immanuel Durkheim, le crime, c'est quelque chose qui varie énormément selon le contexte, selon la société et selon les époques. Ce qui est considéré comme un crime dans la société X n'est pas nécessairement un crime dans la société Y. Et ce qui est considéré comme crime dans l'époque X n'est pas nécessairement considéré comme crime dans l'époque Y. Exemple très clair de ça, la question de l'avortement. Le comportement comme avortement peut être qualifié comme criminel à un moment donné et peut devenir quelque chose de légal à un autre moment, par exemple. Okay? Et donc, juste le fait de dire que
le crime a une définition générique comme ça, et une fois qu'elle a une définition générique, on peut essayer de l'interdire. C'est pas possible, parce que déjà, c'est quelque chose qui varie selon les époques et selon les contextes. Et troisièmement, le crime remplit une fonction sociale importante pour Emile Durkheim. Pourquoi il considère que le crime remplit une fonction sociale importante? Parce que pour lui, il est nécessaire d'avoir un crime dans la société. Pourquoi? Parce que, car en punissant le criminel, il suscite une réaction sociale en ravivant la conscience collective. C'est-à-dire au moment où nous avons un crime, pour Emile Durkheim, à ce moment-là où le crime a eu lieu, normalement, on va avoir la nécessité de punir ce criminel-là. Et quand on va punir ce criminel-là, cela veut dire qu'on va avoir une réaction sociale collective, et cela veut dire qu'on va revivifier la conscience sociale, c'est-à-dire que la société va se rallier autour de ses valeurs communes pour juger comme illégitime ce crime-là. Et c'est pour cela que Emile Durkheim voit que le crime, quand même, c'est quelque chose d'important, parce qu'il permet à la société de se rallier autour de ses valeurs communes, de se rallier de nouveau autour de ses principes fondateurs. Et ces valeurs communes sont nécessaires pour lui. Pourquoi? Pour assurer sa cohésion sociale, comme nous l'avons déjà dit, parce que le contrôle social pour Emile Durkheim, c'est quelque chose qui est nécessaire pour avoir ce minimum de cohésion sociale. Vous voyez l'idée? Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Ok. D'accord. Et dans ce contexte-là, en quelque sorte, pour Durkheim, l'origine de la déviance réside dans quelque chose qu'il a appelé l'anomie. Ça veut dire quoi l'anomie? Anomie, A-N-O-M-I-E. L'anomie, c'est quoi? L'anomie, selon Emile Durkheim, c'est une maladie qu'il a considérée comme une maladie d'une société privée de ses règles morales. Une société privée de ses règles morales et juridiques. Et donc, l'anomie va conduire à la fin à la désagrégation de la solidarité de la société. Pour Emile Durkheim, c'est ça l'origine de la déviance. Au moment où nous avons l'anomie, au moment où nous avons une société qui sera privée des régulations juridiques, des régulations morales, c'est-à-dire les normes sociales et les normes juridiques que nous l'avons déjà expliqué au début. Si nous avons une société qui n'a pas des normes sociales bien définies et qui n'a pas des normes juridiques bien définies, à ce moment-là, on va avoir une désagrégation, une anomie qui va conduire à l'échec de la solidarité de cette société-là. Donc, en quelque sorte, l'anomie, c'est l'absence d'organisation et de la loi et des valeurs communes dans une société. Tout ça vient de disparaître quand on parle de l'anomie. Et l'absence de la loi ou de l'anomie signifie pour Durkheim, dans ce contexte-là, que nous avons la possibilité de la déviance, la possibilité de s'opposer contre ces normes et ces règles juridiques qui, normalement, sont censées d'assurer la cohésion sociale. Okay? Et donc, plus que nous ayons une déviance au sein de la société, c'est-à-dire plus que nous ayons un écart par rapport aux normes, et soit des normes juridiques ou des normes sociales, plus que nous allons avoir une désagrégation de la solidarité. Okay? Moins que nous allons avoir une cohésion sociale. C'est clair jusqu'à là? Quelqu'un a une question? C'est bon? Habiba, Shahinda, Pénélope, c'est bon? Ok. D'accord. Okay. Dans ce contexte, a priori, pour Emile Durkheim, les individus, a priori, quand ils vont se trouver dans ce cadre-là d'anomie, ils vont surtout perdre leurs repères sociaux parce qu'ils n'auront pas quelque chose qui va assurer leur cohésion, leur solidarité. Et le développement des comportements dans ce contexte-là va assurer la désorganisation sociale. La désorganisation sociale va nous mener à des actes comme le crime, par exemple. C'est pour cela qu'ils considèrent le crime comme un exemple de déviance, par exemple, dans ce contexte-là.
Et le crime demeure jusqu'à présent, en fait, un objet sur lequel où il existe plus de travaux sur la question de la déviance. Vous allez trouver, pas seulement Durkheim, mais d'autres chercheurs aussi, qu'ils ont parlé toujours de ce sujet de crime-là, en traitant la question de la déviance. Ben, en quelque sorte, juste pour revenir à la question de la déviance et terminer, la déviance implique deux éléments essentiels pour qu'on puisse parler de la déviance. Premièrement, l'adoption d'un type de comportement, c'est-à-dire que nous devons avoir un type de comportement bien précis, basé sur des normes sociales ou juridiques. Et deuxièmement, l'existence d'une norme qui le prohibe, c'est-à-dire que nous avons un type de comportement qui est en train de violer la norme sociale ou la norme juridique, qui est en train de s'écarter de la norme sociale ou juridique. Donc, nous avons d'un côté un comportement, de l'autre côté une norme qui sanctionne ou qui prohibe ce comportement-là, ok? Pour considérer que ce comportement s'éloigne de la norme ou s'éloigne de la règle, vous voyez? Et donc, la notion de déviance est liée au comportement d'un côté et aux normes de l'autre côté. Ce qui est intéressant de voir l'évolution de cette question de déviance à travers la sociologie politique. Vous savez, l'école de Chicago, nous l'avons déjà traité. Nous avons dit l'école de Chicago, c'est quoi? C'est juste un courant de pensée sociologique apparu aux États-Unis. Nous avons la première école de Chicago, la deuxième école de Chicago et la troisième école de Chicago. Et tous ces trois courants-là sont inclus dans l'école de Chicago. L'école de Chicago avait l'innovation de faire quoi, si vous en souvenez? L'innovation essentielle de cette école-là, c'était de... Habiba? Est-ce que c'était les enquêtes de terrain qu'ils ont fait? C'est ça. Ça, c'est l'innovation essentielle de l'école de Chicago. Que normalement, les sociologues ont eu l'innovation à ce moment-là de reconstruire, de reconstituer des récits de vie, autobiographie, des enquêtes de terrain, des entretiens. Ça, c'était une innovation majeure pour l'école de Chicago. Et l'essentiel ici, c'est quoi? Puisque nous parlons de la déviance. Avec la première école de Chicago, nous avons eu l'opportunité de faire des enquêtes de terrain, c'est-à-dire des entretiens. Et dans ce contexte-là, nous avons eu un accès à un corpus des données de première main énorme. Ce qui est intéressant et ce qui a lien avec la question de la déviance à ce moment-là, que nous avons fait des entretiens avec des exemples qui sont considérés comme marginaux. Comme quoi? Les prostituées, par exemple. Les prostituées, leur action est considérée comme étant quelque chose de considérée comme étant un groupe déviant. Leur action est considérée comme étant illégitime par rapport aux normes de la société. Et nous avons eu à travers l'école de Chicago le privilège d'avoir des entretiens avec les prostituées, d'avoir des entretiens avec les vagabonds, d'avoir des entretiens avec les migrants, même les migrants illégaux. Et donc le fait d'avoir fait des entretiens avec des groupes déviants, d'avoir des données assez vastes sur l'autobiographie et les récits de vie de ces groupes déviants-là. Ça, c'était une innovation très importante de l'école de Chicago. Nous avons eu l'accès, le privilège d'avoir accès à des informations liées au récit de vie de ces groupes déviants-là. Comment ils ont essayé de s'éloigner de la norme. Comment ils ont exercé vraiment ce groupe cette déviance. Et comment ce groupe déviant se construit, comment il exerce cette déviance-là en pratique. Vous voyez l'idée? Ce sont donc les premiers actes, si on veut dire, qui nous ont permis d'expliquer cette déviance-là avec la première école de Chicago. Avec la deuxième école de Chicago, dont les années 50, ce fut le renouvellement de la compréhension de la déviance avec Howard Becker. Vous en rappelez l'exemple de marijuana que nous avons déjà étudié? Ça fait partie des études sur la question de la déviance au sein de l'école de Chicago. Parce que Howard Becker, quand elle a eu accès à ces informations-là, en étudiant les groupes des fumeurs de la marijuana, elle a eu le privilège aussi de faire des entretiens avec ce groupe de fumeurs-là. Et donc, elle a étudié ce sujet de déviance en faisant des enquêtes de terrain et des entretiens avec les fumeurs de marijuana. Et dans ce contexte-là, nous avons
eu, avec surtout les travaux de Howard Baker, une innovation très intéressante sur la question de la déviance. Parce qu'avec les travaux de Howard Baker, surtout la deuxième école de Chicago, si on veut le dire, la déviance a été comprise comme étant une propriété non pas seulement du comportement lui-même, mais de l'interaction du personne qui commet l'acte et ceux qui réagissent à son acte. C'est-à-dire que la déviance, ce n'était pas conçu seulement comme un comportement qui s'écarte de la norme. Ce n'est pas juste un comportement. C'est plus compliqué de dire que c'est juste le comportement de s'écarter de la norme. Mais c'est quelque chose qui est lié à une interaction entre la personne qui va commettre ce comportement, cette action qui va s'éloigner de la norme, et le réagissement à son acte. C'est-à-dire que c'est, dans ce contexte-là, quand on parle de la déviance avec la deuxième école de Chicago, on parle du résultat de l'action collective, on parle de résultat de labellisation du comportement. Ce n'est pas justement la question du comportement, mais comment on va labelliser, étiqueter le comportement. Comment on va appeler ce comportement comme comportement de déviance. C'est l'exemple surtout qu'a donné Howard Baker sur la question des fumeurs de la marijuana. Comme nous l'avons déjà dit, ce groupe de fumeurs de marijuana, ce groupe déviant, il n'a rien fait. Son comportement reste le même. C'est-à-dire qu'ici, il n'a pas changé son comportement pour dire que son comportement a suscité un écart par rapport à la norme. C'est la norme qui a été changée et non pas le comportement. Le comportement reste le même. C'est pour cela que Howard Baker a dit que ce n'est pas justement une question de comportement, mais c'est une question plus complexe. C'est un rapport d'interaction entre l'action de ce groupe-là, d'un côté, et la réaction. La réaction dans le contexte de l'exemple des fumeurs de marijuana, ce sera le bureau ou l'institution qui a joué le rôle d'entreprise morale, qui a essayé d'avoir l'adoption de l'interdiction de cette plante-là, de cette drogue-là. Et donc, surtout l'apport de la deuxième école de Chicago, avec les travaux de Howard Baker surtout, c'était de dire que la déviance est un résultat plus complexe du comportement, mais c'est surtout un résultat de l'action collective, de désignation et de labellisation du comportement. Dans l'exemple de fumeurs de la marijuana, on a labellisé le comportement des fumeurs comme étant un comportement illégal après l'adoption de la loi. Le comportement n'a pas changé, mais on a juste changé l'étiquette imposée sur ce comportement-là. Vous voyez l'idée ? Quand nous avons adopté la loi, nous avons étiqueté ce comportement comme étant un comportement illégal. Mais le comportement lui-même n'a rien changé. Ça reste le même. C'est juste l'étiquette qui a été changée. C'est-à-dire que la déviance ne trouve pas sa source dans la personne qui commet seulement l'infraction, qui commet seulement l'acte d'infraction, mais dans l'étiquette qui lui a initialement collé la société. C'est ça la question principale quand on parle de la déviance. Ce n'est pas seulement une question de comportement ou d'une infraction, mais ce qui est plus important, c'est l'étiquette que la société a imposée une fois l'action a été commise. Vous voyez ? Ok. Et Baker, c'était le premier, en fait, à adopter une théorie complète, en quelque sorte, et cohérente sur cette question de déviance. Ok ? On va rester jusqu'à là pour aujourd'hui sur la question du contrôle social et son lien avec la déviance. Est-ce que vous avez une question jusqu'à là? Est-ce que c'est clair? C'est tout à fait clair? J'ai une question. C'est juste sur je crois que j'ai pas sur le lien entre la deuxième école de Chicago et Baker. Baker, il est un des chercheurs de la deuxième école de Chicago, c'est-à-dire il est même à la deuxième école de Chicago. C'est pour cela qu'on a pris juste lui comme exemple des travaux de l'école de Chicago. Et l'école de Chicago, c'est elle qui a essayé de donner une rénovation sur la compréhension de la déviance. Et c'est pour l'exemple de Howard Baker, qui est un des chercheurs de cette école-là. Ok? C'est clair? Ok, merci. Ok. Quelqu'un d'autre a une question? Non? Oui. Ok. Donc, ok, ça c'est bon pour aujourd'hui.
juste deux petits éléments. Premièrement, la question de vos devoirs individuels, parce que j'ai reçu quelques mails en me posant de nouveau la question sur ça. Je vais l'enregistrer pour comme ça, pour les autres consultent ça de nouveau si ils ont la même question. Ben, nous avons dit pour les travaux individuels, vous êtes censé de choisir un article ou un extrait d'ouvrage de votre choix. Surtout, il doit être un article, disons, classique, c'est-à-dire qu'un chercheur ou un sociologue classique. Donc, pas vraiment un article qui traite, par exemple, un cas d'étude précis. Non, restons plutôt sur les concepts ou les idées des auteurs plutôt classiques. Par classique, cela ne va pas veut dire qu'on doit travailler sur Bourdieu, par exemple. Ben, Michel Daubry, c'est un chercheur un peu contemporain dans le temps moderne, mais son ouvrage ça, représente un des ouvrages qui peuvent être considérés comme un ouvrage de référence sociologique. Okay. Donc, ça, c'est pour le devoir individuel pour le choix. Et deuxièmement, pour qu'est-ce que vous allez faire dans le devoir. Nous avons dit que c'est plutôt une analyse critique de l'article, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de résumer l'article. Résumer l'article, c'est-à-dire fiche de lecture. Ce n'est pas ça là, le devoir. Il ne s'agit pas de faire une fiche de lecture. Il s'agit d'avoir une analyse critique, c'est-à-dire que vous allez avoir une problématique, une question. Vous êtes intéressé par cet article-là ou ce sujet-là, ok. Vous allez étudier l'article, oui, et vous allez essayer de dégager de cet article-là quelle est la question de là. Pas la question de l'article, mais votre question qui est tirée de l'article. Votre question qui a vous, en quelque sorte, poussé à choisir cet article-là, ok. Pourquoi? Parce que normalement, en choisissant cette question-là, oui, vous allez être basé sur l'article de votre choix, mais vous allez aussi avoir en quelque sorte l'obligation de faire le lien entre cet article et les autres travaux qui ont traité ce sujet pour avoir cet esprit analytique critique. C'est-à-dire si quelqu'un travaille sur l'article de Bourdieu sur masculinisme, bah dans ce contexte-là, ok, Bourdieu parle du masculinisme, je vais travailler sur son article, mais ma question, ça sera surtout inspirée de l'article de Bourdieu, tout en tenant compte qu'il y a d'autres chercheurs qui ont travaillé sur cette question-là. Et donc, ma question, ça sera comment je vais étudier cet article de Bourdieu à l'aune des autres travaux. C'est-à-dire que dans ce contexte-là, je dois faire référence aux autres auteurs qui ont parlé de cette question-là au fur et à mesure que j'aborde cet article-là, que Bourdieu a, par exemple, considéré que la question du masculinisme, il a focalisé sur cette question-là en abordant le masculinisme. D'autres chercheurs ont élaboré un peu d'autres aspects. Ils vont aller plus loin. Lui, il avait l'innovation d'aborder je ne sais pas quoi, les autres ont continué en abordant d'autres aspects, ainsi de suite. C'est ça l'idée de l'analyse critique. On va essayer de voir justement quelles sont les idées principales de l'article que vous avez choisi. Oui, vous allez constituer votre propre problématique en se basant sur l'article de votre choix, oui, mais on doit aussi avoir recours à d'autres articles, à d'autres sources qui ont lien au sujet, à votre problématique, pour avoir cet aspect critique. Est-ce que cela veut dire que vous êtes obligé de lire tout sur le sujet? Évidemment, non. Vous pouvez vous baser sur 2-3 autres articles ou même des fiches de lecture qui ont été faites sur ces autres articles pour que juste vous ayez une compréhension claire des autres travaux, pour que vous soyez capable de vous baser à l'intermédiaire de ces travaux-là pour avoir une vision un peu critique, analytique sur ce travail-là. Okay? Pour la composition de votre travail, c'est juste comme une dissertation. Donc, vous avez votre propre problématique, votre question, et ensuite, vous allez faire votre plan. C'est-à-dire que dans la première partie, vous allez, je ne sais pas, expliquer, ça dépend déjà de votre question, expliquer un peu ce que l'auteur a dit, faisons le lien entre l'auteur et les autres. C'est à vous vraiment de constituer votre propre plan et vous allez commencer à rédiger. Combien de mots, combien de pages, vous l'avez posé la question et j'ai dit que c'est une question de qualité et non pas de quantité et ça dépend déjà de l'article sur lequel vous travaillez. Mais à la limite, on peut dire que entre 5-7 pages, vous pouvez aller jusqu'à 10 pages ou une dizaine de pages. Ok, bien sûr, ça dépend déjà de l'article sur lequel vous travaillez. Et donc, je ne vais pas vraiment tenir en compte la question de quantité, c'est surtout la qualité. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de voir combien de pages, mais qu'est-ce que vous avez écrit dans ces pages-là. C'est ça l'essentiel. Donc, ça, c'est la question de voir.
Et deuxièmement, la question de ce que vous n'avez pas compris sur Charles Tilly et sur l'article à la recherche de l'homme dans l'État. Est-ce que vous jugez que ce sera plus pertinent de consacrer le prochain cours, ce sera le cours de mardi, avant de traiter l'habitus? On peut faire juste une révision de ce que nous avons dit sur les deux sujets de Tilly et à la recherche de l'homme dans l'État pour être sûr que tout est bien. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Ça sera mieux comme ça? Ok, on va faire ça. Et donc, on va traiter après l'habitus. Parce que l'habitus, c'est pas compliqué, mais quand même, ce sera pas bien d'avoir trop de thèmes un peu qui nécessitent de réflexion, alors que nous ayons peut-être quelques petites lacunes dans les thèmes traités avant. Donc, pour le prochain cours, ça sera préparer juste des questions. Je vais rappeler, moi, les idées principales, mais préparez-vous à des questions pour qu'on puisse bénéficier de ce cours-là au maximum. Donc, ça sera mieux que vous, quand même, consultez les cours faits sur ces deux thèmes-là pour qu'on ait vraiment bénéfice de cette révision-là un peu. OK? D'accord. Est-ce que vous avez n'importe quelle autre question? Eh bien, Madame, quand est-ce qu'on va rendre les devoirs? À la limite, on peut dire fin avril, parce que normalement, vous savez, les examens de fin d'année sont reportés après le 30 mai. Bah, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment une date fixe pour les examens de fin d'année. Et donc, on peut retarder la remise de vos devoirs individuels fin avril, si c'est bon pour vous. Vous voulez début mai, madame? Ce sera bon pour moi. Bah, c'est comme vous voulez. Disons jusqu'à présent fin avril, et si vous avez des problèmes et vous voulez prolonger d'une semaine, on peut le faire, mais disons fin avril pour maintenant, ok? Ok. D'accord. Tout est bon? Oui, Emma? Juste pour le devoir individuel, si on a, parce que parfois les auteurs, c'est pas vraiment un article, c'est plus un livre ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut, si on veut parler de la thèse principale de l'ouvrage, est-ce qu'on peut prendre comme extrait, je sais pas, la conclusion ou un truc comme ça, ou il faut trouver vraiment, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a des choses où c'est vraiment des gros, Oui. c'est pas. Bah, essayez de choisir un extrait de l'ouvrage qui vous intéresse le plus. Bah, à la limite, est-ce que vous avez lu l'ouvrage tout entier? Oui, mais je le retrouve le retrouver sur PDF, quoi. Vous allez lire l'ouvrage tout entier? Je sais pas, Vous allez lire l'ouvrage tout entier? Est-ce que je vais lire l'ouvrage tout entier? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose que j'ai déjà lu, mais il faudrait que je le relise. Bah, si vous allez travailler vraiment sur l'ensemble de l'ouvrage, vous devez, dans ce cas-là, oui, vous devez centrer votre problématique et votre devoir sur la thèse de l'ouvrage. Mais dans ce cas-là, cela veut dire que vous avez lu l'ouvrage tout entier. Sinon, choisissez un extrait. Et donc, c'est une question de honnêteté. C'est-à-dire que vous avez déjà vraiment lu l'ouvrage et dans ce cas-là, ok, bah, évidemment, c'est tout à fait légitime de parler de la thèse de l'ouvrage. Mais si vraiment vous n'avez pas lu l'ouvrage, parce que ça va se voir, si vous n'avez pas lu l'ouvrage et vous êtes appuyé sur la thèse qui a été expliquée par quelqu'un d'autre, cela va se voir à un moment ou autre dans votre analyse. Parce que si vous avez lu l'ouvrage, alors j'attends une analyse un peu plus profonde, évidemment. Mais si vous voulez, évidemment, oui, vous pouvez travailler sur l'ouvrage. Ok. Ok. C'est bon comme ça ou vous avez d'autres questions? C'est bon, ok. Donc, à mardi, et préparez les questions que vous pouvez avoir pour qu'on bénéficie du cours, ok? D'accord, ok. ça marche. Ok, Merci. de rien. Merci beaucoup. Bonne journée.